avec une copie d'un gène qui est muté. D'accord? Et donc on comprend pourquoi ça prédispose de manière précoce à un cancer, parce qu'il suffit en fait que l'autre allèle soit atteint. Donc c'est l'événement, la probabilité que l'autre allèle soit atteint est beaucoup plus rapide par rapport à des mutations somatiques, où là vous avez deux copies d'un gène, vous naissez avec deux copies d'un gène sain. Et donc, il faut un premier événement génétique pour aboutir à un premier allèle muté, et puis après un deuxième événement génétique qui va amener à entraîner une atteinte des deux gènes. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez ici une survenue lorsque vous avez une anomalie germinale, un cancer qui survient à un âge jeune, alors que dans les cancers sporadiques qui est l'immense majorité de la population, eh bien ces cancers vont survenir à partir de 60-70 ans, parce qu'il faut le temps que ces deux copies des gènes soient atteintes. Donc c'est important d'identifier en fait ces patients qui pourraient avoir une mutation germinale pour leur proposer un dépistage plus précoce et puis surtout de faire un dépistage de l'ensemble de la famille, puisqu'il y a une plus forte probabilité que les apparentés soient également porteurs de ce gène muté. Et donc c'est la raison pour laquelle on s'intéresse à ces deux voies de carcinogénèse colique qui sont dites l'instabilité chromosomique et l'autre l'instabilité génétique. L'instabilité chromosomique, ce sont des cancers qui se traduisent par une fréquence de perte allélique ou perte d'hétérozygosie, c'est pour ça qu'on appelle LOH, pour loss of hétérozygosie, c'est-à-dire qu'il existe un certain nombre d'anomalies génétiques avec la perte d'un des deux allèles d'un gène secondaire par la perte d'un chromosome. Donc le plus souvent, vous avez des bouts de chromosomes qui vont disparaître dans la prolifération cellulaire, qui vont aboutir à des pertes d'hétérozygosie et la perte d'un allèle. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez un certain nombre de régions chromosomiques qui sont plus affectées que d'autres, en particulier des pertes du bras court du chromosome 17 avec ce gène suppresseur de tumeur P53 qui va aboutir en fait à des mutations du gène contralatéral et donc du coup à une perte de ce gène suppresseur de tumeur. Et également dans d'autres bras chromosomiques qui vous sont figurés ici, et avec en particulier la perte du gène APC qui est également un gène suppresseur de tumeur. Donc ce sont des tumeurs qui sont dites le plus souvent LOH+, c'est-à-dire avec une fréquence de perte d'allèle assez importante. Et c'est ces événements génétiques qui vont aboutir donc à entraîner à favoriser la prolifération tumorale. Donc ici, des mutations fréquentes de gènes suppresseurs de tumeurs, comme je vous l'ai dit, la P53 et le gène APC. Donc ça, c'est l'instabilité chromosomique, ça caractérise plus de 80 à 85% des cancers coliques dits sporadiques. L'autre mécanisme génétique, c'est l'instabilité génétique, et ça va aboutir à des tumeurs que l'on va dire des tumeurs dites microsatellites instables. Et là, le mécanisme est différent, c'est qu'il il s'agit en fait d'instabilité des locus microsatellites. Comme vous le savez, on est tous différents sur le plan génétique en raison en particulier de séquences dites répétées, qui sont des séquences mono- ou tétranucléotidiques, qui sont présentes en particulier entre les gènes. Et c'est ces séquences répétées qui vont être sujettes à des erreurs de réparation de l'ADN. C'est ce qu'on appelle des mésappariements de l'ADN. Donc normalement, lorsque vous avez une réplication cellulaire, vous avez des erreurs qui surviennent au moment de la réplication qui vont être reconnues et qui vont faire l'objet en fait d'une réparation par des enzymes de réparation de l'ADN qui vont aboutir donc à réparer ces erreurs de réplication. Si ces enzymes de réparation sont déficients, eh bien, vous allez avoir l'absence de réparation de ces séquences en particulier répétées, et vous allez avoir en fait ces erreurs dans ces séquences répétées que l'on va avoir tout au long du génome et qui vont aboutir à ces séquences dites qui vont aboutir à un statut dit microsatellite instable. Donc ça correspond à 15% des cancers coliques sporadiques, hein, donc qui s'opposent un peu aux cancers précédents qui sont dits instables sur le plan chromosomique. Donc ces tumeurs dites microsatellites instables, elles sont secondaires à des anomalies des protéines du système de réparation de l'ADN. Et donc la déficience de ces enzymes peuvent être liées soit à des phénomènes de méthylation, soit à des phénomènes de mutation du gène.
Et donc, ceci peut également être, on peut évaluer en particulier sur le plan immunohistochimique, c'est-à-dire que vous déposez un anticorps contre la protéine qui répare l'ADN, MLH1 ou MSH2. Normalement, l'ensemble des cellules devraient exprimer MLH1 et MSH2 lorsque la protéine est fonctionnelle. Et lorsque vous avez un déficit de cette protéine, eh bien, vous allez avoir en immunohistochimie, vous n'aurez plus de positivité au niveau des noyaux des cellules, traduisant qu'il existe en fait une protéine déficiente qui n'est plus exprimée, soit par des mécanismes de mutation, soit par des mécanismes de méthylation. Et c'est comme ça qu'on peut, de manière assez aisée, identifier ces tumeurs sur le plan du mécanisme génétique pour savoir si effectivement ces tumeurs correspondent soit à des tumeurs dites instables sur le plan chromosomique ou à des tumeurs qui sont dites microsatellites instables en fonction de la persistance de l'activité d'une protéine de réparation de l'ADN. Alors ceci aboutit à ce schéma qui explique complètement la problématique du cancer du côlon, à savoir je vous ai dit que l'immense majorité des cancers du côlon sont dits sporadiques, et vous avez ici bien l'aspect de l'âge, en fonction de l'âge des tumeurs, des cancers du côlon sporadiques. Vous voyez que la plus grande partie correspond à ces tumeurs coliques sporadiques chromosomiquement instables, CIN. Eh bien, vous voyez qu'en fait, c'est à partir de 60 ans que, a priori, la courbe est fortement exponentielle. Vous avez les tumeurs colorectales dites instables sur le plan génétique ou microsatellites instables. 15% des tumeurs coliques sont MSI positives. Et là, ça survient plus volontiers 15 à 20 ans plus tard, à 80 ans, et en particulier chez la femme. Et c'est lié en fait à des phénomènes de méthylation du promoteur de MLH1 qui aboutit à la déficience de cette protéine qui va contribuer au développement du cancer du côlon. Donc ça, c'est pour les formes dites sporadiques, qui sont les plus fréquentes. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait à peu près 5% de cancers coliques héréditaires. Vous avez la polypose adénomateuse familiale qui est ici. Et donc, comme c'est une mutation germinale qui est transmise à l'enfant, vous voyez que là, la mutation germinale va aboutir à un cancer du côlon qui survient à un âge beaucoup plus précoce que les cancers sporadiques. Et on sait que si on laisse évoluer un enfant avec une polypose adénomateuse familiale, eh bien, il va de manière constante développer un cancer du côlon à 20 ou 30 ans. Ça, c'est les polyposes adénomateuses familiales. Et là, vous avez le syndrome de Lynch, où là, vous voyez que la courbe est décalée vers la gauche. Vous allez avoir un cancer du côlon qui va volontiers survenir entre 40 et 50 ans. Et le syndrome de Lynch, il est lié aussi à des phénomènes d'inactivation des gènes de réparation de l'ADN. Donc, il est important de connaître cette courbe qui explique la différence qu'il y a entre les cancers coliques qui surviennent de manière héréditaire, la polypose adénomateuse familiale et le syndrome de Lynch, et les cancers sporadiques qui surviennent plus tardivement, mais qui peuvent utiliser, en particulier pour les cancers microsatellites instables, les mêmes mécanismes que le syndrome de Lynch. Donc on va finir sur les deux entités héréditaires que sont la polypose adénomateuse familiale et le syndrome de Lynch. La polypose adénomateuse familiale, c'est une mutation germinale du gène APC. Elle est autosomique dominante et c'est une maladie autosomique assez fréquente puisqu'elle touche une naissance parmi 8000. Et la particularité en fait de cette mutation, c'est qu'elle peut survenir de manière assez diffuse sur l'ensemble du gène. La plupart des mutations surviennent dans la portion centrale du gène, aboutissant à la polypose adénomateuse familiale classique. Et parfois, vous pouvez avoir des anomalies qui peuvent survenir dans d'autres régions du gène et qui vont aboutir à des polyposes adénomateuses familiales dites atténuées, c'est-à-dire moins bruyantes, avec moins de polypes. Alors, elle se traduit comment, cette polypose adénomateuse familiale? Eh bien, en fait, elle va aboutir à d'innombrables polypes, d'innombrables adénomes sur l'ensemble du cadre colique à un âge précoce, à 10, 15, 20 ans, et qui va aboutir à un cancer inéluctable, le plus souvent entre 20 et 30 ans. Elle peut s'accompagner également de manifestations extracoliques et vous pouvez avoir des adénomes qui surviennent également au niveau du duodénum. Vous pouvez également avoir des tumeurs conjonctives que l'on appelle des tumeurs desmoïdes ou des tumeurs osseuses.
Alors, quelle est la stratégie thérapeutique qui est proposée lorsqu'on sait qu'un enfant ou un sujet jeune est atteint d'une polypose adénomateuse familiale? Vous avez ici la traduction d'une polypose adénomateuse familiale. Vous voyez que la muqueuse elle est recouverte d'un tapis de polypes, hein, et qu'il est impossible de les surveiller et d'enlever l'ensemble de ces polypes, puisque le risque de dégénérescence est trop élevé. Eh bien, c'est de proposer une colectomie totale prophylactique, c'est-à-dire qu'on va enlever l'ensemble du côlon, en général vers 20 ans, pour éviter l'évolution inexorable vers un cancer du côlon. Et donc, les patients pour lesquels on a la notion d'une mutation germinale d'APC font l'objet de cette stratégie thérapeutique. Et donc, on assiste à une augmentation de la survie, bien sûr, chez ces patients, puisque ces patients ne vont pas développer de cancer du côlon, puisqu'on leur enlève le côlon. Mais par contre, en fait, le pronostic s'est déplacé, puisque maintenant, le pronostic chez ces patients qui vivent plus longtemps, c'est le risque de survenue d'une tumeur développée au niveau du duodénum, puisque, je vous l'ai dit, ils vont faire des adénomes duodénaux, et donc le risque, c'est l'adénocarcinome du duodénum, et de surveiller ces patients et d'enlever les polypes au niveau du duodénum après que la colectomie prophylactique ait été réalisée chez ces patients. Donc ça, c'est pour la polypose adénomateuse familiale. Et pour le syndrome de Lynch, là, ce n'est pas le gène APC qui est incriminé. Ce sont les gènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des gènes de réparation de l'ADN, gènes de réparation des mésappariements de l'ADN. Et donc, ils ont ces noms un peu difficiles à retenir, MLH1, MSH2, MSH6. Et lorsque vous avez l'inactivation d'un de ces gènes, eh bien, vous allez avoir la survenue d'un cancer microsatellite instable. Donc le syndrome de Lynch, c'est une définition, on peut le suspecter cliniquement sur des données à partir d'un arbre généalogique. Il faut au moins que 3 sujets dans une même famille soient atteints d'un cancer du côlon, ou soit qu'il y ait un parent au premier degré atteint sur 2 générations, soit il faut qu'il y ait un cancer qui soit diagnostiqué avant 50 ans. Donc ça, c'est les critères qui sont retenus sur le plan clinique. Cependant, on sait que ce n'est pas des critères stricts et qu'on peut avoir un syndrome de Lynch sans avoir ces caractéristiques cliniques. Donc la particularité de ces cancers qui surviennent dans un syndrome de Lynch, ils surviennent souvent au niveau du côlon droit. Ils ont des caractéristiques histopathologiques un peu particulières. Ils produisent beaucoup de mucine, ils sont souvent inflammatoires. Et puis, il s'accompagne, le sujet atteint d'un syndrome de Lynch peut développer, en particulier pour une femme, un cancer de l'endomètre. Et puis, vous pouvez avoir d'autres cancers qui se développent, en particulier au niveau de l'estomac, de l'intestin grêle et des voies urinaires. Donc, il faut évoquer l'hypothèse d'un syndrome de Lynch lorsque vous avez un cancer qui survient chez des sujets relativement jeunes pour reconnaître et identifier éventuellement un syndrome de Lynch. Donc, à partir de ces données, qu'est-ce qu'on propose en termes de dépistage du cancer colorectal? Puisqu'on a fait des progrès, on sait maintenant qu'il existe une filiation entre le polype et le cancer du côlon. Donc, on pourrait imaginer d'effectuer une coloscopie totale. Si on effectuait une coloscopie totale à tous les patients qui avaient plus de 40 ans, il a bien été démontré qu'on pourrait en fait faire disparaître le cancer du côlon. Néanmoins, vous savez que le dépistage est toujours un rapport coût-bénéfice, hein, et donc on ne peut pas se permettre de proposer ce type de dépistage dans la population générale. Donc la stratégie, c'est d'abord bien sûr d'avoir des symptômes d'alerte, d'identifier des symptômes d'alerte chez les sujets, en particulier par l'interrogatoire, par la recherche de symptômes cliniques comme la rectorragie, les constipations, pour, lorsqu'il existe ce type de symptômes, de proposer une coloscopie. C'est d'identifier une prédisposition constitutionnelle, en particulier chez les apparentés ou chez les parents, d'une polypose adénomateuse familiale ou d'un syndrome de Lynch. Et c'est d'identifier chez certains patients qui ont une maladie inflammatoire chronique intestinale, comme je vous l'ai dit en début de ce cours, de proposer également un dépistage. Ça, c'est pour les groupes à risque. Tout ça, c'est des groupes à risque, soit qui présentent des symptômes cliniques, soit qu'ils aient des prédispositions constitutionnelles, soit une maladie inflammatoire chronique intestinale. Le risque moyen, ce qui concerne en fait l'ensemble de la population, presque 90% de la population, 90-95%, et bien en fait, en France, on a reposé le test du dépistage sur la recherche d'un saignement occulte dans les selles. C'est-à-dire que
Dès que vous atteignez 50 ans, vous allez recevoir un papier chez vous pour vous dire, ouais, monsieur, madame, vous avez 50 ans, il va falloir que vous preniez un fragment de vos selles que vous allez déposer sur un papier et qui va être envoyé et analysé dans un laboratoire pour identifier un saignement occulte présent au sein des matières fécales. Donc en fait, ce n'est pas un test diagnostique, c'est un test de sélection, parce que lorsque vous avez une positivité de ce test, eh bien, vous allez faire l'objet d'une coloscopie. D'accord? Donc on est en deux étapes. On va identifier par ce saignement occulte les patients qui vont faire l'objet d'une coloscopie pour la recherche du cancer colique. Donc si on faisait ce test tous les 2 ans de 50 à 74 ans, on pourrait diminuer de 25% la mortalité par cancer du côlon. Donc le problème, donc c'est la stratégie qui a été mise en place en France à l'heure actuelle. Donc la problématique, c'est comme d'habitude dans les tests de dépistage, c'est l'acceptation par la population pour réaliser ce test et on a du mal à décoller. Normalement, on devrait avoir plus de 60-70% de la population qui devrait faire ce test de dépistage pour que cette politique soit efficiente. Et on tourne autour de 40% dans les meilleurs départements. Donc on a un problème d'acceptation de la population pour réaliser ce test de dépistage, qui est un test non invasif et un test sélectif pour réaliser des coloscopies. D'autres pays ont proposé une méthode différente. Par exemple, en Allemagne, eux, ils vont directement vers la coloscopie. Ils proposent des coloscopies chez les patients en termes de dépistage. Et ils n'ont pas mis en place un test sélectif avant cette coloscopie. En conclusion, donc voilà, retenez que le cancer du côlon, c'est fréquent, et de plus en plus fréquent, et ça sera de plus en plus fréquent en raison du vieillissement de la population, que ce cancer survient à partir de lésions précancéreuses, qui est l'adénome colique, qu'elle est secondaire à des cascades d'événements génétiques, que 5% des cancers du côlon surviennent chez des patients qui ont une prédisposition génétique, syndrome de Lynch ou polypose adénomateuse familiale, et que, comme tout cancer, il s'agit d'une cascade d'événements génétiques qui aboutit à la survenue de cette tumeur invasive qui va infiltrer d'abord de manière loco-régionale les tissus avant d'avoir une dissémination générale. Voilà, je vous remercie.